à tous, on est ravis de vous accueillir dans Bel et Bien. Bel et Bien, c'est votre rendez-vous bien-être en compagnie de la référence en la matière, le prince, que dis-je, le roi Ali Rebei. Bonjour Agathe, Majesté. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur France 2. En ce début de week-end, on va vous donner les outils, les exercices pratiques et toutes les clés pour mieux vivre au quotidien. On va vous donner des petites notes aussi, mais ça, bon, c'est pour après. Et pour ça, on vous donne rendez-vous tous les samedis matins, désormais à 9h30, en compagnie de la plus belle cour d'Europe. Le roi des psychiatres, Christophe André. Majesté. La reine des tendances, Elsa Wolinski. Majesté. Le chevalier du bien-être, n'importe quoi, Stan Gusman. La princesse du témoignage, Marie-Trey Stéphanie. Elle parle cuisine et nutrition comme personne. Il s'agit évidemment de la comtesse qui, pour le coup, l'est vraiment, Adélaïde d'Aboville. Et bien sûr, le troubadour du PAF, André Manoukian. Je vous parlais de petites notes. C'est grâce à lui. Bonjour à tous. Alors André, est-ce que vous savez de quoi on va parler ce matin ? J'ai oublié. Ben non, il a encore oublié, Ah oui. mais ne vous en faites pas André, ce matin, on va parler de la mémoire, ses mécanismes, comment l'entretenir et surtout, sommes-nous tous égaux face à elle ? Les réponses dans un instant, juste après le sommaire de votre magazine Bien-être. Pour disséquer notre cerveau ce matin, nous recevrons la neuropsychologue Sylvie Choqueron qui nous dira, entre autres, si on pourra un jour effacer nos souvenirs traumatiques. Le champion de France de la discipline, bah oui, parce qu'il y a une discipline mémoire, Sébastien Martinez nous livrera des exercices pratiques et ludiques pour travailler sa mémoire. On recueillera également le témoignage d'une hypermnésique, une personne à la mémoire hyper développée qui se souvient de tout et même du moindre détail. C'est pas forcément facile à vivre. Mon cerveau, c'est Google. Pratique. Pratique. Mais j'ai tout qui s'affiche sur la première page en même temps. Et ça, c'est moins pratique. Alors Nietzsche, ce bon vieux Nietzsche, cher à André, disait que le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. André, calmez-vous, ce matin on va... Frédéric, quand je pense qu'il est mort puceau de la vérole, quand même, c'est Ah oui, triste. mais oui. Ouais. Alors, merci, on est ravis de l'apprendre. Ce matin, on va tenter d'en percer les mystères entre une mémoire d'éléphant ou celle d'un poisson rouge. On préférerait tous être dotés de la première, mais peut-on influer sur notre mémoire ? Peut-on lui apprendre à apprendre ou lui apprendre à se souvenir ? Est-il possible de l'entretenir pour l'empêcher de flancher ? A-t-on la mémoire aussi développée que Proust, que Mozart ? Alors, avant de répondre à toutes ces questions que j'espère vous êtes en train de mémoriser, saviez-vous que la mémoire est plurielle ? Alors, on en a combien de mémoires, mon cher Christophe ? En gros, il y en a 4 quand même qui sortent du lot. Ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Vous savez, c'est un peu comme la ratatouille. Dans la ratatouille, il y a plusieurs ingrédients et l'ensemble forme une ratatouille. Et ces différentes formes de mémoire forment ce qu'on appelle communément la mémoire en général. Pour bien comprendre quel type de mémoire on sollicite dans la vie de tous les jours, ce que je vous propose, c'est qu'on va donner des situations du quotidien. Et Christophe, vous nous dites de quel type de mémoire il s'agit. Alors, je commence par moi. Évidemment. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je dis rien. Ça n'a échappé à personne, vu que j'ai une énorme communauté sur les réseaux, 118 000 personnes sur Instagram, par exemple. Je me suis remise au surf cet été, brillamment. Je n'étais pas montée sur une planche depuis mes très, très jeunes années. Et j'ai rien oublié. Alors pourquoi, Christophe ? Comment ça se fait ? Est-ce que je suis géniale ? Génial, sans doute, mais c'est surtout dû quand même, plus qu'au génie, à ce qu'on appelle effectivement la mémoire procédurale. C'est-à-dire, c'est la mémoire de tous nos automatismes, souvenir comment on boutonne une chemise, dans quel ordre on met les couverts à table, faire du surf, du vélo, jouer d'un instrument de musique. On n'a pas à faire d'efforts, on l'a fait tellement souvent que c'est automatisé, ce sont des procédures automatisées, donc c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Ok, donc je n'ai rien d'exceptionnel. Merci Maîtresse. Christophe, bisous à vous. J'ai une question, moi aussi, je peux ? Oui. Moi, à chaque fois que ma copine, elle me fixe un rendez-vous à J+7,
Vous pouvez être sûr que si je ne le mets pas dans l'agenda partagé, je vais l'oublier dans l'heure. C'est quel type de mémoire, ça, Christophe? Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, ou la mémoire à court terme, qui nous sert par exemple pour le calcul mental, ou quand quelqu'un nous dit je te donne mon numéro de téléphone, le temps de s'en souvenir, de l'écrire quelque part, c'est cette mémoire-là qui nous est utile. Elle est très importante dans la vie quotidienne, même si elle n'est pas très spectaculaire comme ça au premier abord. Elsa, si je vous dis 14-18, vous me répondez? La guerre mondiale. Laquelle? Non? La première. La première guerre mondiale, oui. Christophe, Elsa sollicitait quel type de mémoire là? Oui, c'est une mémoire qui sert beaucoup quand on est à l'école, quand on fait des études. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique, la mémoire du savoir, se souvenir que 14-18, c'est la Première Guerre mondiale, Moscou, c'est la capitale de la Russie, qu'après le Ré, il y a le Mi, etc., etc. Tous ces savoirs rentrent dans ce qu'on appelle la mémoire sémantique, les choses qu'on a appris et qu'on sait. Moi, je me rappelle, même quand je pars longtemps, comme cet été en vacances, par exemple, de l'endroit où j'ai garé mon vélo et je le retrouve que l'antivol. C'est pas un type de mémoire, ça. C'est formidable, ça rend service. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. C'est les épisodes de notre vie. Alors, chez la plupart des gens, c'est pas l'emplacement du vélo, c'est plutôt le premier baiser, la première rentrée scolaire, la première fois qu'on a voyagé dans tel ou tel pays. Mais bon, chacun mémorise ce qui lui semble important. Et en tout cas, c'est une mémoire que certains appellent aussi la mémoire autobiographique, les souvenirs de ma vie à tel ou tel moment. Christophe, la mémoire des sens dans tout ça, la fameuse Madeleine de Proust, dont le goût rappelle à son auteur des souvenirs d'enfance avec sa grand-mère, ça appartient à quel type de mémoire? Personnellement, c'est quand je retrouve l'odeur de la fleur d'oranger et automatiquement je replonge en enfance. Je me rappelle de ma grand-mère, des beignets justement qu'elle réalisait avec de la fleur d'oranger. Et je vais presque me mettre à pleurer à l'idée de me souvenir de tout ça. Oui, c'est ce qu'on disait avec André, c'est la mémoire épisodique. Vous vous souvenez d'un épisode de votre vie, donc c'est la mémoire épisodique avec une porte d'entrée sensorielle. Alors, on a posé les bases de la mémoire. On va essayer d'en comprendre les mécanismes. Vous allez nous expliquer comment la travailler. C'est évidemment aujourd'hui notre dossier du jour. Mais avant toute chose, on va faire un état des lieux, mesdames et messieurs, de la planète bien-être. Que se passe-t-il loin de chez nous? Le bien-être à l'international, c'est évidemment avec notre globe-trotter et journaliste de terrain, Stan Huisman. Carrément. Allez, vas-y. Rien que ça. Décollage immédiat pour 80 secondes d'image internationale spéciale bien-être. Cette semaine, j'avais envie de vous faire voyager aux États-Unis. C'est l'instant People et bien-être avec un sujet qui divise le tout Hollywood pour ou contre la douche quotidienne. Alors c'est le couple d'acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher qui a mis le feu aux poudres. Alors ils sont ultra glam, mais ils le seront beaucoup moins quand vous aurez entendu ce qu'ils ont déclaré dans leur podcast audio. Écoutez. I don't wash my body with soap every day. Okay, good. I wash my armpits and my crotch daily and nothing else ever. When I had children, I also didn't wash them every day. Here's the thing. If you can see the dirt on them, clean them. Yeah. Otherwise, there's no point. Vous l'avez compris, leur credo, attendre qu'une odeur nauséabonde émane d'eux ou de leurs enfants pour passer sous la douche. Alors moi j'avais une question à vous poser, Ali Christophe, c'est pour un pote qui se lave pas systématiquement tous les jours. Est-ce que c'est vraiment nécessaire une douche quotidienne? Vous lui répondez quoi à ce pote? Alors, moi, en tant que médecin et psychiatre, je lui répondrai, ça dépend des buts dans la vie. Si son but, c'est toujours sentir le parfum, le savon, évidemment, il ne faut pas qu'il fasse ça. Si par contre, c'est de protéger son microbiote cutané, il a raison. Et effectivement, actuellement, on considère que ce n'est pas nécessaire de se laver, de se frictionner tous les jours, juste, comme disait le monsieur, les plis sous les bras, entre les jambes et aussi, il a oublié quand même, entre les doigts de pied, parce que rapidement, ça peut être important. Image mentale, de nouveau. Et puis c'est vrai, si on doit donner des conseils à nos téléspectatrices et téléspectateurs, pas d'eau trop chaude et pas trop de savon, c'est pas la peine. On termine ce tour du monde du bien-être Il est en bien. Australie, Son mon tour Dieu. du monde. Où cela va-t-il s'arrêter? Destination finale en Australie où réside une influenceuse qui fait du bien, son nom, Céleste Barber. Alors pour ceux qui ne la fantastique. connaissent Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. c'est ma passion. Je Elle ne a la connais pas. 42 ans, 2 enfants, quelques rides, des kilos superflus, 8 millions d'abonnés sur ses réseaux. Et cette icône du body positive s'amuse à parodier et à tourner en dérision les poses ridicules que prennent les stars sur Insta, Facebook ou TikTok. Alors c'est drôle, ça décomplexe. Bref, ça méritait bien une petite compilation de ses meilleures vidéos. Ah ouais.
On se fait plaisir, Céleste. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Bref, moi je me demandais c'est très drôle. pourquoi c'est aussi jubilatoire, Christophe. Pourquoi ça fait du bien ce genre de vidéo? Ça fait du bien parce que, évidemment, toutes ces images de corps parfait, de danse parfaite et de mouvements de gym parfait, ça met la pression quand même. Ça peut être inspirant et bénéfique, mais globalement, ça met la pression. Donc on est ravis quand quelqu'un montre à quel point ça peut aussi être pénible et ridicule. Stan, vous savez s'il y a une Céleste Barber française? Ouais, et elle est sur le plateau. Regardez. Ça craint pour moi. Non. C'est pas moi. C'est pratique parce que... Je fais deux choses à la fois. Merci Stan. Merci Vous Stan. Merci beaucoup Stan. Notre testeuse, Elsa, va nous présenter une nouvelle tendance. On reparlera mémoire après. C'est une tendance bien-être pour le week-end. Donc, croyez-moi, vous ne pourrez plus vous passer. C'est tout de suite et c'est Wolinski Test. Avez-vous déjà entendu parler des restaurants dans le noir? Oui. 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 Vous tous? Oui. Moi, je n'ai pas du tout testé ce restaurant dans le noir. En revanche, j'ai découvert le spa dans le noir. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le spa Alors dans ça, le je noir? veux bien essayer. Ça m'étonne pas du tout. Alors, derrière cette idée assez dingue de mettre en avant des personnes non-voyantes et malvoyantes, de leur permettre d'abord de devenir des guides à leur tour, de leur offrir aussi un métier, parce qu'il y en a quand même énormément qui sont au chômage. Il y a un homme, Didier Roche, un personnage extraordinaire, un homme d'affaires qui a un cœur gros comme la terre. Alors Didier Roche, c'est aussi un homme qui est non-voyant, qui a perdu la vue quand il avait 6 ans lors d'une banale d'un jeu avec des enfants qui s'est fini en drame. Mais fort de cette expérience, il se décrit comme un serial rêveur, c'est-à-dire qu'il aurait pu passer sa vie à fantasmer ses rêves. Il a décidé de les vivre concrètement. Et ce qui l'intéresse, c'est l'amour, c'est le partage, évidemment l'inclusion. Là où la société voit une faiblesse, Didier Roche, lui, en fait une force et il inverse les rôles. Et il y a une phrase, et vous allez comprendre pourquoi j'adore cette phrase qu'il dit, « On se fabrique avec nos cicatrices ». J'ai eu la chance de le rencontrer. Alors les praticiens ici ont cette force dès qu'ils arrivent, c'est qu'ils touchent depuis qu'ils sont nés. Et donc non seulement arrivent à déterminer ce qu'ils ont sous la main, mais ont aussi cette capacité de communiquer avec les mains et de transférer des émotions. C'est ce que vous demandez à vos praticiennes, de mettre du cœur dans leurs mains? C'est un élément vers lequel j'essaye de les conduire. Et donc vous allez complètement à un moment avoir un lâcher-prise, être à l'écoute de la personne qui va s'occuper de vous et complètement peut-être de manière plus puissante dans le ressenti de ce que l'on vous offre. Beaucoup de gens nous ont dit, de toute façon, moi, quand je me fais masser, je ferme les yeux. Et les personnes, en ressortant, nous disent, oui, c'est quand même différent. Quand bien même vous fermez les yeux, vous pouvez les réouvrir à n'importe quel moment, sauf que dans le noir absolu, dès lors que vous ouvrez les yeux, c'est comme si vous les aviez fermés. Dans le noir absolu. Est-ce que vous vous souvenez, ici, on avait fait une émission sur le lâcher-prise. Oui. Ce fameux lâcher-prise. Eh bien, quand on est dans le noir absolu, il existe, il est là, ce lâcher-prise. Là, vous regardez Sophia. Sophia... Non, moi, je ne regarde pas Sophia. Je vous assure, c'est sérieux. Sophia, c'est la thérapeute qui est non-voyante. Elle va vous guider dans l'escalier parce qu'il fait complètement noir. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Réellement, il fait noir, donc on est perdu. Et quand elle vous... Donnez-moi votre main, vous. Quand elle vous tend la main, c'est pas n'importe quelle main, c'est sa main qui lui permet de voir. C'est sa main qui lui permet de tout décrire, de décrire sa vie. Et du coup, quand elle vous touche, on a cette sensation qu'elle peut tout lire en nous, qu'elle peut décrire des mots qu'on n'ose pas donner, qu'on n'ose pas offrir, en fait. Donc, ce n'est pas un massage bidon, il se passe quelque chose. Et quand Didier Roche, dans le sujet, vous dit « Je demande à mes thérapeutes de mettre leur corps dans la main », eh bien oui, c'est vrai, on se ressent quelque chose de très puissant. Ah, vous m'avez manqué, Elsa. Alors, il faut savoir que les personnes privées d'un sens augmentent la sensibilité d'autres sens. Ça a un nom que je vais essayer de vous prononcer correctement. Ça s'appelle l'hyperesthésie. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Christophe Susser? Hyperesthésie?
Oui, c'est une capacité accrue à se servir de ses sens. Donc ça peut être auditif, gustatif, tactile. On a un exemple ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une intuition qu'on avait depuis longtemps. Les personnes non-voyantes qui accordent les pianos parce qu'elles ont une qualité d'oreille très très fine. Certains kinés non-voyants qui ont cette réputation un peu magique d'avoir les yeux au bout des mains et un cœur au bout des mains. Et en fait, les recherches scientifiques montrent que c'est une réalité. Les personnes non-voyantes ont appris, un peu contraintes, hélas pour elles, à développer des surcapacités, par exemple en termes de toucher. Elles ont une sensibilité tactile, ne serait-ce que pour lire le braille, qui est nettement supérieure aux personnes voyantes, en termes de mémorisation également, en termes de capacité à discriminer les sons ou à se souvenir d'informations auditives. Donc, ça n'est pas une légende. On a aussi des données au point de vue des recherches en neurosciences où on voit qu'en fait, elles recrutent les aires visuelles qui sont inutiles chez elles pour s'en servir à un autre usage. Donc c'est une vraie compétence, alors qu'il appartiendrait à chacun de nous de développer davantage. Comme le disait Elsa, on n'est pas assez attentif à ce que le toucher peut faire pour nous, pour réconforter, pour communiquer, mais les personnes non-voyantes, elles, s'en servent à merveille assez souvent. Il y a une chose qui me vient à l'esprit quand on s'apprête à jouir d'un mets, d'un aliment, ou bien quand on est au lit, on a tendance à fermer les yeux. Ça, non, André, ça... Quand je joue, oui, je ferme les yeux. Mais c'est vrai. Pourquoi c'est vrai. Pourquoi vous faites ça? Enfin, je veux dire, il y a André. Pourquoi? Non, mais c'est important de tout d'un coup de débrancher du clavier parce qu'on est plus que dans la musique, on n'est plus que dans l'essentiel d'un truc, on n'est plus dans un processus mental de pattern associé au regard et tout d'un coup on est dans le son pur. Et là, eh ben, bizarrement, on trouve son chemin même encore mieux, quoi. Je vous raconte pas tous les pianistes aveugles, mais du coup, il y a, je dirais que quand on est voyant, on marche avec le regard, et tout d'un coup, si on enlève ça, on est dans ce qui doit exister, juste les oreilles, quoi. Moi, quand je chante, je ferme beaucoup les yeux. Est-ce que vous voulez que je chante? Oui. On ferme tous les yeux, on vous écoute, ça. Agathe. Non, allez, non, faites pas ça. Merci Elsa pour cette belle découverte. Il est temps de passer à notre dossier du jour sur la mémoire. Alors, il suffit d'une odeur pour que jaillisse le souvenir de notre grand-mère qui nous préparait des crêpes à la fleur d'oranger, ces instants d'éternité que notre mémoire ne pourra jamais oublier. Mais il existe des pans de notre mémoire qui nous font défaut, quand par exemple on ne se souvient plus de ces paroles d'Aznavour, maintes fois entendues et chantées. Vous connaissez les paroles par cœur. Ah bah Aznavour, là, alors, grand classique. certains chanceux sont dotés de pouvoirs extraordinaires. Ils sont capables de se souvenir des 100 premières décimales de pi ou de l'intégralité du discours de politique générale de Jean Castex. Mais quel est le secret de ces athlètes de la mémoire? Quelle est la part liée à la génétique, à l'hygiène de vie, aux techniques spécifiques? J'aimerais vous montrer un extrait du Cercle de minuit avec le célèbre plasticien Christian Boltanski qui nous a quittés le 14 juillet dernier. La grande mémoire est dans les livres. Et puis la petite mémoire, c'est de savoir où sont les meilleurs quiches Lorraine à Paris, quelques histoires drôles. C'est ce que nous sommes. Et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est ces petites histoires. Il y a toujours cette chose étrange que quand quelqu'un meurt, au bout de très très peu de temps, il ne reste vraiment plus rien. Christophe, la mémoire, c'est vraiment le récit de notre identité? Ah oui, c'est-à-dire la mémoire, elle a tellement de rôles importants qu'on oublie celui-ci, mais elle joue un rôle fondamental dans le sentiment d'être soi. C'est-à-dire la mémoire, c'est ce qui fait que de souvenirs épars, éparpillés, on se construit un passé cohérent. On se raconte une histoire. Et on appelle parfois la mémoire épisodique, en tout cas certaines formes de mémoire épisodique, la mémoire autobiographique. Donc, si nous n'avions pas la mémoire, nos vies seraient épouvantables. Il y a un chercheur des années 50 qui s'appelait Henri Laborie qui disait « Le vivant, c'est une mémoire qui agit ». Il ne suffit pas d'agir, il faut encore garder l'expérience de ce que nous avons trouvé, de ce que nous avons fait, de qui nous sommes, pour continuer de nous projeter vers le présent et le futur. Donc la mémoire, ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi notre présent et notre avenir. Alors la mémoire est un vaste sujet qui nous passionne tous. Et justement, Agathe, vous vouliez faire le tri sur certaines idées reçues. Je voulais vous montrer, Christophe, un objet, celui-ci.
C'est un magnétophone à cassette. Je reconnais. Ah, vous reconnaissez, ça me rassure. Je ne suis donc pas la seule à l'avoir utilisé pour enregistrer mes leçons et me les repasser la nuit pendant mon sommeil pour être sûre que je les savais le lendemain. Est-ce que ça sert réellement, ça? Je me souviens, on a toujours dit, avant de dormir, la mémoire, elle est plus... Ouais, alors malheureusement... Marche mieux. Je ne pense pas que ça vous ait beaucoup rendu service. En effet, 0,5 de moyenne en maths. Non, sérieusement, ce qui rend service, c'est de relire ces leçons, tout ce qu'on a envie de mémoriser avant de s'endormir. Parce que pendant la nuit, le sommeil, qui a plusieurs fonctions, a notamment cette fonction de refaire tourner un petit peu à notre esprit inconscient endormi les choses avec lesquelles on a été en contact juste avant de s'endormir. Et même si ça marchait, ça serait un problème. Même si ça marchait, ça serait un problème parce que la mémoire bénéficie de l'engagement personnel, de la répétition active et volontaire. Vous savez, c'est un peu comme si vous vouliez vous sculpter un corps de rêve sans faire de sport, simplement en vous mettant des espèces de disques qui envoient des impulsions électriques à vos muscles. Ça existe, ça, Christophe. Ça existe et ça ne marche pas très bien, mais même si ça marchait, on recommanderait quand même aux gens d'aller faire une balade, un footing. Christophe, ce qui est fondamental, c'est de bien dormir. C'est consubstantiel à une bonne mémoire. Ah oui, oui. Ben, si vous empêchez quelqu'un de dormir, vous altérez, d'abord, vous allez le rendre fou en quelques semaines, mais vous altérez beaucoup ses capacités à la mémorisation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement c'est le sommeil de la nuit, mais aussi des temps de repos dans la journée. Pour les étudiants qui révisent ou les gens qui font un travail intellectuel, se donner des petits breaks, des petites pauses dans la journée de quelques minutes pendant lesquelles on ne fait rien d'autre que respirer, se poser, mettre son cerveau au repos. D'où l'importance du sommeil. Exactement, parce que la nuit... le cerveau élimine aussi des toxines qui sont accumulées dans le cerveau. Et c'est pour ça que se reposer, dormir longtemps, suffisamment, se ménager des temps de silence, ça permet d'éliminer toutes ces toxines, c'est absolument essentiel. On est en train de culpabiliser tous les insomniaques. Non, pas du tout. Catastrophe. Pas du tout. Mais qui êtes-vous? Christophe, vous confirmez? Oui, bien sûr. Plus ça va, plus on... Alors c'est vrai, non, mais Agathe a raison, parce que quand on parle de l'importance du sommeil, ceux qui ont du mal avec le sommeil se disent, mon Dieu, je vais devenir amnésique, Alzheimer... Moi, c'est mon cas, mais moi, j'ai beaucoup de... Je suis très insomniaque et j'ai beaucoup de pertes de mémoire, mais vraiment. Alors, il faut savoir quand même... Qui êtes-vous? Notre corps dispose de suffisamment de sagesse et de ressources pour tout de même nous permettre de dormir. En général, les gens qui ne dorment pas assez dorment tout de même leur petit minimum, mais ils aimeraient pouvoir dormir plus pour leur bien-être et leur confort. Mais le temps de sommeil que leur cerveau leur accorde leur suffit tout de même. Un mot, Christophe, tout de même sur l'hygiène de vie qui est importante, l'activité sportive, la marche rapide, etc. C'est très, très important parce que le fait de pratiquer une activité sportive, physique, ça permet de créer de nouveaux neurones. Ça s'appelle la neurogénèse, notamment dans l'hippocampe, cette structure cérébrale qui est importante, qui est impliquée dans la mémoire. Tout à fait. Et on a même des études montrant que le fait d'apprendre des données en laboratoire de psychologie en courant sur un tapis roulant augmente la mémorisation de ces données, comme si l'activité de notre corps stimulait l'activité de la mémoire. Donc marchez, faites du sport, c'est bon pour la mémoire. Tout ce qui est bon les insomniaques, les gens qui n'aiment pas faire du sport, ils sont au bout du rouleau. Ils sont en train de regarder, ils se disent, OK, bon, moi, c'est terminé la mémoire. Merci beaucoup. On va... Voilà, je parle de moi. On va continuer à explorer les moindres recoins de notre mémoire avec notre journaliste Sarah Cadour, qui est allée à la rencontre des Français pour recueillir leurs questionnements sur le sujet. Christophe, je vous invite à prendre quelques notes. Alors, pensez-vous que la technologie soit un frein à notre mémoire? Tout à fait. Par exemple, les numéros de téléphone, on ne les connaît plus. C'est le téléphone qui le fait pour nous. Justement, de quel numéro de téléphone vous vous rappelez en général? Alors, je connais le mien. Le mien. Le mien. Et le mien. Le mien. Même celui de ma femme, je ne connais pas, non. Vous n'en avez aucun en tête? Absolument aucun. Le mien? Non. Quand même, le mien. Et le numéro de madame? Quels sont les petits trous de mémoire que vous avez au quotidien? Vous pouvez répéter la question. Je retiens beaucoup plus les visages. Si je vois la photo, je me souviens. Les noms de famille, j'ai beaucoup de mal. Des fois, je sais pas, genre on me demande qu'est-ce que t'as mangé ce midi pour faire la conversation et je suis en mode ah ouais, merde, enfin, je m'en souviens plus quoi. Est-ce que vous pensez qu'avec l'âge, on a la mémoire qui flanche? Oui, incontestablement oui. Vous mettez de plus en plus au fil des années de trucs dans votre mémoire. Et donc elle est trop pleine quoi. Et donc c'est moins commode quand même, il faut aller les chercher. Ah oui, mais c'est plutôt la mémoire immédiate.
Alors là, il ne faut pas me poser de questions. Quand est-ce que vous avez été paresseux et que vous avez fait une recherche sur un moteur de recherche inutile? Très souvent. Fréquemment. Est-ce qu'on peut regarder la dernière petite recherche? 5 erreurs à ne pas commettre pendant un barbecue. C'est bon à savoir. Là, j'ai cherché la population du Royaume-Uni en 2021. J'en ai rien à foutre, en fait. Et donc, ils sont plus nombreux que nous ou pas? Je me souviens plus. Voilà pour la mémoire. On l'a vu dans le sujet, certains Français s'inquiètent de leur trou de mémoire un peu trop fréquent. Est-ce que c'est si grave que ça, un trou de mémoire, Christophe ? Pas forcément, c'est un petit bug dans ce qu'on appelle le rappel mnésique, faire ressortir un souvenir stocké dans notre mémoire. Non, ça n'est inquiétant que si c'est vraiment constant, à propos même de choses importantes auxquelles on accorde de l'importance, mais c'est extrêmement fréquent. Donc certains s'en inquiètent et d'autres s'en fichent, mais c'est pratiquement tout le monde est concerné par ça. Évidemment aggravé par la fatigue, par le stress, par la dispersion. Si vous traversez vos journées en passant votre temps à regarder à droite, à gauche, sans jamais vous poser, vous aurez plus de... Mais Christophe, on vit dans une société de distraction généralisée. Oui. Et du coup, non seulement d'ailleurs de distraction généralisée, mais aussi de prothèse à notre mémoire généralisée. C'était très intéressant ce que disaient les gens sur le seul numéro de téléphone dont ils se souviennent, c'est le leur. Pourquoi? Parce que c'est le seul qu'ils répètent régulièrement. La mémoire, c'est encoder un souvenir et réutiliser ce souvenir. Si je ne réutilise pas ce que j'ai appris, je vais l'oublier, bien sûr. Il y a une vraie dispersion. En vrai, moi, je vais faire le vieux réac, mais par exemple, je prends l'exemple des écrans. Là, je prends mon téléphone. Et si je regarde un film, je suis sur mon téléphone en même temps, ça fait déjà 2 écrans. Et ça, la dispersion, on ne peut pas mémoriser si on est aussi dispersé. On est d'accord, Christophe? Plus je suis dispersé, moins je mémorise. Ce sont vraiment des freins à la mémorisation, le fait de se croire multitâche. Oui. Alors le multitâche, c'est une illusion. Le dossier est réglé. Le multitâche augmente le stress, augmente les erreurs. Donc parfois nous n'avons pas le choix. Il faut bien en passer par là, mais globalement c'est à éviter. Que vous vous demandez, évidemment, c'est une obsession. À quoi sert ce canapé depuis le début de l'émission? Vous dites, mais quel est ce canapé? Eh bien, c'est l'endroit où l'on peut confesser même les choses les plus intimes. C'est l'heure d'une toute nouvelle séquence très attendue, surtout par moi, celle du divan rose. Et j'invite André à s'y rendre pour la première fois. Allez-y, allongez-vous sur ce beau divan. Avec qui? Seul. Oh la vache. André, qui a une question à poser à notre psychiatre préféré, Christophe André. Oui, docteur. Pour ce qui est, alors j'ai une grande mémoire, je peux réciter des poèmes, etc. entiers, mais par contre, quand il s'agit de ma vie de couple, je me rappelle de rien. C'est toujours ma meuf qui me dit, mais tu te rappelles? Et moi, je fais, bah non. Mais t'y étais? Mais non, j'y étais pas. Mais si t'y étais, comment ça se fait, docteur? Alors, plusieurs explications possibles. D'abord, c'est peut-être parce qu'elle est plus inquiète que vous, plus soucieuse de l'environnement, des choses qui ont eu lieu, des choses à faire. Peut-être aussi c'est parce que vous vous en foutez, que vous êtes dans vos pensées, dans vos préoccupations, vous n'êtes pas très ouvert sur l'extérieur et qu'elle l'est plus que vous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les couples, un des deux conjoints qui dit c'est mon conjoint qui s'occupe de tout, qui pense à aller chercher les enfants à l'école, qui se souvient qu'il faut rappeler l'anniversaire d'un tel et un tel. Ça, c'est pas sexué, c'est pas des répartitions hommes-femmes, c'est des répartitions liées à l'anxiété. Les anxieux, dans un couple, ça peut être l'homme, la femme, ou dans les couples homosexuels, ça peut être un des deux partenaires. Les anxieux sont des gens qui sont beaucoup plus attentifs à leur environnement, pas pour en profiter, mais pour le surveiller, pour éviter les ennuis, pour bien s'ajuster. Et c'est ce qui les conduit souvent à un excès de charge mentale. Il y a sans arrêt des choses à prévoir, des choses dont il faut se souvenir, des choses à faire. La charge mentale, c'est juste comme si, et c'est surtout la femme qui est quand même frappée par la charge mentale, comme si elle avait un hamster, une roue de hamster dans la tête, un système d'exploitation où elle doit en permanence penser à la maisonnée, aux activités extérieures, à la vie de couple. Exactement. J'ai pas acheté le cahier rouge, il manque 200 pages. Il faut le dire, ça pèse essentiellement sur les femmes. Parce que ce n'est pas exactement la même chose que la répartition des tâches. La charge mentale, c'est quelque chose qui pèse sur le cerveau, sur les épaules. Et ça use le cerveau, et ça use le cerveau, et évidemment, ça affecte forcément
la mémoire. Alors moi, de ce côté, je ne suis pas usé du tout parce que le nombre de fois que j'ai oublié les gosses à l'école, mais je ne sais même pas... Pas de charge mentale. L'espoir pour les femmes, c'est que ça n'est pas une fatalité biologique. Contrairement à ce que voudraient beaucoup d'hommes, ce n'est pas le cerveau des femmes, c'est la place des femmes dans la société. Le jour où dans les couples, les hommes partageront tout, eh bien la charge mentale sera moins forte sur les femmes, un peu plus sur les hommes. Enfin, les couples hommes-femmes, mais c'est valable pour tous les couples, évidemment. Moi, je vais faire des efforts, docteur, je vous jure. On a adoré assister à cette thérapie, André. Merci beaucoup. Maintenant, on va s'intéresser, je sais que vous l'attendez tous, aux différentes méthodes pour travailler sa mémoire. Et pour mener à bien cette enquête, nous accueillons la directrice de recherche au CNRS, la spécialiste de la mémoire, la neuropsychologue qu'on aime beaucoup dans cette émission, Sylvie Choqueron. C'est l'enquête de Bel et Bien. Bonjour Sylvie. Jingle enquête. Bonjour Sylvie. Alors il y a une grande nouvelle. Hein. Ali, vous l'avez dit, on vous aime. Voilà, on vous aime, quoi. Voilà, c'est comme ça. Moi aussi. Je veux dire, vous étiez là toute l'année dernière. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, on est là. Donc, voilà, je vous annonce une bonne nouvelle. Sylvie rejoint l'équipe de Bel et Bien. Elle interviendra régulièrement dans l'émission. On en est vraiment ravis. Alors, Sylvie, avant de passer en revue les différentes méthodes de mémorisation connues, j'avais une question à vous poser. La question que tous nos téléspectateurs se posent, les yeux dans les yeux. Vous êtes d'ailleurs fort beau, ma chère Sylvie. Calmez-vous un peu, Ali. Est-ce que ça se travaille, la mémoire? Alors, grande question, vous avez raison. Est-ce que ça se travaille, la mémoire? On dit du cerveau que c'est le seul organe qui s'use si on ne l'utilise pas. D'accord? Et c'est un petit peu ça pour la mémoire. C'est-à-dire qu'on pensait avant qu'on avait un neurone pour un souvenir. Donc, en quelque sorte, j'aurais le neurone de ma grand-mère qui contiendrait tous les souvenirs au sujet de ma grand-mère. Maintenant, on sait que ce n'est pas du tout ça et qu'en fait, à chaque fois qu'on crée un nouveau souvenir, on crée un chemin. Et donc, on parle des chemins de la mémoire. On crée de nouvelles connexions entre des neurones. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller chercher ce souvenir, c'est comme si on allait emprunter cette route. Alors évidemment, si vous n'allez qu'une fois tous les 10 ans chercher un souvenir, c'est un petit peu comme si vous deviez passer dans un champ de maïs, faire votre chemin, vraiment le tracer. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est pas sûr que vous arriviez à retrouver votre souvenir. Par contre, si vous allez chercher souvent vos souvenirs, alors du coup, la route devient de plus en plus large, de plus en plus belle, de mieux en mieux goudronnée, et vous avez une autoroute pour aller chercher vos souvenirs, et du coup, ça marche d'autant mieux. Donc, quand on dit qu'il faut faire travailler sa mémoire, en réalité, on veut surtout dire qu'il faut utiliser ce qu'on a mémorisé, parce que si on ne l'utilise pas, c'est voué à la perte. Alors, comment ça se travaille au quotidien, Sylvie et Christophe? Quels sont les exercices concrets? Quels sont vos conseils de base? Alors, moi, je dirais que le conseil de base, donc on sait bien que pour mémoriser, il faut encoder de nouvelles informations, donc il faut de la nouveauté, ça c'est sûr. Ensuite, il faut stocker ces informations, donc il faut les organiser quand même un peu dans notre mémoire, on ne peut pas les mettre n'importe où. Et surtout, il faut aller rechercher ces informations. Donc, on a tous des agendas. C'est bien le matin de se demander ce qu'on a à faire avant d'aller vérifier dans son agenda. Ou c'est bien d'aller faire ses courses avec une liste, mais c'est encore mieux de faire toutes ces courses et d'aller vérifier sur sa liste si on n'a rien oublié. Donc en fait, il faut vraiment se servir de ce qu'on a mémorisé. Alors on l'a compris, la mémoire, ça se travaille et il y a plein de méthodes de mémorisation qui fleurissent sur Internet et on fait le point avec vous, Stan. Oui, et surtout la plus populaire d'entre elles, sachez qu'elle remonte à l'Antiquité. C'est la méthode du palais mental, qui permettait aux Grecs à l'époque d'apprendre de longs discours politiques. Alors, mode d'emploi de cette méthode basée sur l'imagerie mentale. Imaginez une maison, celle que vous voulez, même une au cœur de Paris si vous avez envie de rêver plus grand. Cette maison imaginaire sera donc votre palais mental. Vous allez y pénétrer et y déposer un à un tous les éléments dont vous avez envie de vous rappeler selon le parcours de votre choix. Une fois que vous avez mis en place les souvenirs dans votre maison, vous n'avez plus qu'à vous y déplacer dedans pour y retrouver ce que vous avez laissé. Par exemple, si je veux mémoriser toutes les ex d'André Manoukian. Non, c'est pas un palais mental qu'il me faudrait pour ça, mais plutôt un château. Voyons plus petit. Si je veux me souvenir du nom des 7 nains de Blanche-Neige, c'est très simple. Je ferme les yeux et j'imagine que sur le palier de mon palais mental,
mental, il y a un vilain chien qui aboie et qui symbolise donc grincheux. Dans l'entrée, il y a un hamac pour dormeur. Plus loin, sur la table du salon, un bouquet de fleurs plein de pollen pour Atchoum. Sous le lit de la chambre à coucher, un chat qui se cache, ce sera timide. Tout autour, une grande bibliothèque pleine de livres qui symbolise prof. Dans le couloir, un enfant qui rigole, ce sera joyeux. Et enfin, dans la salle de bain, un candidat de télé-réalité qui prend sa douche pour incarner Simplet. Ça y est, votre palais mental est prêt et désormais, vous vous souvenez du nom des 7 personnes de petite taille. Mais alors, est-ce que ça marche? La question à Sylvie Choqueron. Alors Sylvie. Moi, je pensais qu'il fallait que je redise le nom de cette main. Oui, alors ça marche vraiment. Du moment où on fait une association, il vaut mieux qu'on choisisse cette association nous-mêmes d'ailleurs, plutôt qu'elle nous soit imposée. Du moment qu'on va lier une nouvelle information à quelque chose qu'on connaît, on va du coup mieux mémoriser. C'est d'ailleurs pour ça, vous l'avez tous remarqué, que les codes de porte d'entrée sont en général A1418, B1492, parce que ça renvoie à des événements historiques que vous avez stockés dans votre mémoire sémantique et que vous allez. Oui, je posais la même 1492. Ah oui. Oui. Et donc vous allez du coup associer un fait que vous connaissez à un fait nouveau. Et ça marche forcément. Donc ça peut être soit visuel, soit des connaissances que vous avez acquises avant. Sylvie, je peux vous faire un aveu, les yeux dans les yeux. Moi, le palais mental, ça m'ennuie un peu de le faire. Ça me fatigue d'avance de le faire, très honnêtement. Alors, vous avez raison. La parce flemme. que c'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas spontanément. Et on ne l'a pas dit peut-être suffisamment tout à l'heure quand on donnait des conseils. Ce qui rime avec mémoire, vraiment, c'est motivation. Plaisir. Et donc, plaisir et émotion. Donc, du coup, plus vous allez choisir une technique qui vous parle, que vous faites spontanément et que vous associez à des événements que vous aimez, mieux ça va marcher. Et il y a de nombreuses applications pour smartphone qui proposent de muscler votre cerveau. Alors j'en cite quelques-unes, il y a Memorado, Big Brain et le numéro 1 mondial qui s'appelle Luminosity. 100 millions d'utilisateurs à travers le monde et qui a été condamné justement il y a 4 ans à 2 millions d'euros de dommages et intérêts pour publicité mensongère car il prétendait retarder les troubles cognitifs associés à l'âge. Alors, Exactement. Alors ça, c'est le slogan classique. Si vous voulez éloigner la maladie d'Alzheimer, utilisez ces applications. En fait, ce qu'on sait, c'est que vous allez vous entraîner. On va vous faire mémoriser des chiffres. Normalement, vous en retenez 7, plus ou moins 2. Là, vous allez en retenir 10 ou 12, vous êtes content. Sauf que si on passe à des mots, ou si vous allez faire vos courses, vous allez retomber à 7. Donc en fait, il n'y a pas du tout de généralisation de ces effets. Malheureusement, ça ne prévient pas la maladie d'Alzheimer. Quelquefois, ça a même un effet contre-productif. Parce que les gens passent tellement de temps là-dessus qu'ils n'utilisent pas leur cerveau dans de vraies tâches cognitives. Et du coup, c'est même dangereux parce qu'ils ont l'illusion de s'améliorer sur le plan cognitif, alors qu'au contraire, ils se détériorent. Et le seul avantage qu'on pourrait leur voir, c'est que ça peut rassurer. Parce qu'on a montré aussi que les personnes âgées ont très peur de perdre la mémoire. Quand on est jeune et qu'on a un trou de mémoire, on se dit « oh, je suis un peu fatigué ». Quand on est un peu plus âgé, on se dit « waouh, c'est le déclin qui commence ». Et en réalité, quand on fait passer par exemple des tests de mémoire à des personnes âgées sans leur dire que ce sont des tests de mémoire, les performances sont OK. Si on leur dit on va tester votre mémoire, eh bien, les performances sont amoindries par le stress. Donc, ce genre de petits trucs, pas du tout scientifiques, peut être rassurer, mais en réalité, comme dit Sylvie, ça ne muscle pas la mémoire. Vous vouliez ajouter quelque chose, Agathe? Merci, Ali. Merci de me donner la parole aujourd'hui, car je souhaitais me confier à vous. Hier soir, mon fils m'a fait découvrir son coup de cœur musical. Jamais je n'aurais imaginé que mon fils puisse me faire autant de mal. J'avais pensé addiction, j'avais pensé non, ça, Baby Shark. C'est la vidéo la plus regardée du monde avec 9 milliards de vues. Je ne sais pas si vous imaginez. Évidemment, on l'entend une fois et c'est impossible de s'en débarrasser. C'est-à-dire que moi qui suis insomniaque, 4h du mat, Mamie Shark, c'est en boucle. Alors pourquoi est-ce qu'on retient des choses de manière inconsciente comme cette horrible mélodie ou alors un slogan pub ou alors un truc super comme Clara Luciani que j'ai eu toutes les nuits dans la tête. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. On y croirait. Toute la nuit. On y croirait. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Tout l'été. Alors pourquoi est-ce qu'on retient ça? Parce qu'en fait, la mémoire, c'est pas une fonction qu'on utilise uniquement volontairement et consciemment. On retient plein de choses à notre insu. Et de la même façon qu'on retient de manière automatique, on les rappelle et on cherche ces informations de manière automatique aussi. Et ce qui est insupportable,
c'est que c'est irrépressible. C'est exactement ce que vous décrivez. Donc que vous le vouliez ou non, ça va revenir, ça va Surtout revenir. la nuit, hein, en boucle. Exactement. Et c'est le principe de base de la publicité, parce qu'on pense tous qu'on n'est pas du tout influencé par la publicité. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de pub. Et donc, en réalité, on retient à notre insu et on utilise l'information à notre insu. Tout ça de manière totalement automatique. Donc, et heureusement qu'on a aussi cette mémoire inconsciente, parce que si on devait tout retenir de manière volontaire, ce serait aussi très coûteux. Vous voulez un petit cadeau ou pas? Non, on veut pas. Vous l'avez pour le week-end? Après, tout dépend ce qu'on fait dessus. Hein. Si on commence à être hyper engagé, peut-être que ça peut mieux passer. Alors, si elle me soutenir, je me prends un vent sur ce plateau. Elle est à l'affût des témoignages les plus mémorables. On accueille notre journaliste Marie Traille-Stéphanie. Salut Marie. Qui avez-vous rencontré cette semaine ? Alors Ali, cette semaine, j'ai rencontré une personne qui a un point commun avec Mozart, Baudelaire ou Napoléon, rien que ça. Une personne qui possède un don extraordinaire. Elle se souvient précisément de tous les jours de sa vie, dans le moindre détail. Non, c'est fou. De la température du café du matin, de la discussion complètement insignifiante avec la voisine du jour. Toutes ces informations sont avec elle tout le temps. Eh bien, cette faculté, ça a un nom. C'est l'hypermnésie, donc rêve ou cauchemar. Je suis donc allée à la rencontre de Catherine pour savoir comment on vit avec ce super pouvoir. Je vous présente donc Catherine. Cette quinquagénaire a découvert il y a seulement 4 ans qu'elle était hypermnésique, un poids qu'elle n'est pas la seule à avoir porté. J'aimerais commencer cette interview en vous faisant lire ceci. Donc Charles Baudelaire, poème qui sur cette feuille est intitulé Spleen. Alors je peux préciser que c'est le spleen numéro 76. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce poème ? Ça m'inspire que c'est tout moi. On n'est plus à l'époque de Baudelaire, mais on est maintenant à l'époque du web. Eh ben, mon cerveau, c'est Google. Pratique. Pratique. Mais j'ai tout qui s'affiche sur la première page en même temps. Et ça, c'est moins pratique. C'est quoi être hypermnésique au quotidien ? C'est pas que j'ai une bonne mémoire, c'est que je ne sais pas oublier. Chez la plupart des gens, il y a une partie de mémoire à très court terme, et puis il y a la mémoire à long terme. Dans mon cerveau, tout ce qui fait l'objet d'un peu d'attention ou d'émotion a tout de suite tendance à rentrer dans le circuit long et à rester dans le circuit long. C'est une mémoire infinie. Comment tous ces souvenirs s'entassent ? Eh bien, il y a de la place. En fait, c'est comme le sac de Mary Poppins. Vous avez la place pour tout. Comment on se rend compte que les autres peuvent oublier ? J'ai mis du temps. Je pensais que s'ils oubliaient, ils faisaient exprès d'oublier en quelque sorte. En fait, c'est une grande solitude, l'hypermnésie. On est le seul à savoir qu'on détient encore l'histoire et la vraie histoire. C'est assez terrible. J'ai discuté avec une amie d'enfance, à vous, qui a des souvenirs en commun, il doit en avoir, et qui nous a éclairé sur un point très intéressant. Je vous laisse le découvrir. Ce que j'ai compris, mais ça il y a seulement, je dirais, 4-5 ans, c'est que ces souvenirs, elle les revivait avec la même intensité, le ressenti émotionnel, le même qu'à l'époque, mais surtout avec la vision de l'époque, les sensations, la charge émotionnelle de cet âge-là. Alors maintenant, ça va mieux. Vous avez travaillé dessus ? Ouais, j'en ai beaucoup parlé. Quand les gens racontent leurs souvenirs, ils ont des émotions qui sont plus généralement liées aux souvenirs actuels qu'ils ont. Mais comme mon souvenir ne se déforme pas, mes émotions sont restées les mêmes. Si je vous demande les noms des joueurs de la ligne arrière de l'équipe d'Italie à la Coupe du Monde de 82. Fastoche, celle-là. Ah oui, bien sûr. Zoff, le goal, Dino Zoff. Gentile, Colovati, Chirac, Cabrini. Bien oui, bien sûr. Bien sûr, ça tombe sous le sens. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, vous vous souviendrez exactement de cette interview ? Absolument. Merci beaucoup d'être venu témoigner, nous expliquer ce qu'est l'hypermnésie. Et merci à vous de vous intéresser à un sujet qui est fort peu présent sur la place publique et dont il conviendrait de parler de manière éclairée. Marie, vous le certifiez, il n'y a aucune triche.
Ah non, elle connaît les joueurs de l'équipe 82. Parce que c'est lié à une émotion particulière. Voilà, c'est parce que son frère adorait le foot. D'accord. Elle m'a sorti justement toute l'anecdote autour de cette équipe de foot. Et en fait, c'est ça qui est fascinant avec elle, c'est quand on évoque un souvenir, il y a plein de souvenirs qui viennent, qui jaillissent, mais des plus anecdotiques. Et donc, c'est vrai qu'une discussion, elle peut vite passer de 5 minutes à 2 heures. Quoi. Et moi, ce qui me frappe en l'entendant, c'est qu'elle a l'air quand même extrêmement intelligente. Elle Bien s'exprime sûr. vachement bien. Elle a fait des hautes études, elle s'en est servie aussi. Oui, voilà. C'est lié à l'intelligence, une très bonne mémoire? Non, alors en fait, dans le cas des hypermnésiques, c'est un petit peu comme s'il y avait une confusion entre la perception et la mémoire. C'est-à-dire que dès qu'ils perçoivent, avec un peu d'attention, ils mémorisent. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Alors que chez un sujet typique, il y a une vraie différence. On ne mémorise pas tout ce qu'on perçoit. Et en plus de ça, ce qu'elle décrit très bien, c'est que l'oubli ne survient pas simplement si elle ne va pas chercher la trace. Il ne peut survenir que volontairement. Et il y a eu un cas d'hypermnésie qui a été décrit dans la littérature, qui était incroyable, où la personne qui était interrogée racontait que pour oublier, il était obligé d'écrire ses souvenirs sur des petits papiers et de s'imaginer les brûler, ou bien d'écrire sur un tableau ses souvenirs et s'imaginer effacer le tableau, parce que l'oubli est un acte volontaire chez ces sujets. Et donc c'est ce qu'elle explique très très bien. Ils n'oublient pas spontanément parce qu'ils n'utilisent pas leurs souvenirs. C'est l'inverse des gens, je dirais, normaux, c'est-à-dire que nous, on doit être actifs pour retenir et on oublie de façon passive alors qu'on voudrait garder, eux font l'inverse. Je voudrais aussi vous poser une question sur une autre particularité de la mémoire, c'est l'amnésie infantile, parce que c'est vrai qu'on se souvient, enfin je sais pas, bon, à part quelques souvenirs traumatiques, je me souviens de rien avant mes 4 ans. De manière générale, donc, on sait tous qu'avant, en tout cas, on va dire 2 ans, on va mettre la limite à 2 ans, mais pour certains, c'est 4, pour d'autres, c'est 3. On va avoir du mal à se souvenir. Alors, pendant longtemps, les chercheurs ont dit que c'était parce que le cerveau était immature, et qu'en particulier l'hippocampe, dont on a parlé, n'était pas complètement mature, et c'est pour ça qu'on oubliait. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'un enfant de 18 mois, il peut vivre des choses et s'en souvenir très bien, jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Donc, s'il s'en souvient très bien pendant 6 mois, 1 an et demi à l'époque, c'est bien que son hippocampe marche quand même. Et donc, il y a une autre hypothèse qui est très intéressante, qui est apparue récemment, qui prédit, en fait, qui explique que si on n'arrive pas à se souvenir de nos actions très anciennes, c'est parce qu'en fait, se souvenir, c'est se remettre dans la situation dans laquelle on a acquis les souvenirs. Et évidemment, se remettre dans une situation où on n'avait pas de langage, on marchait peut-être pas, on n'avait pas la même motricité, on n'avait pas la même pensée, on n'avait pas le même raisonnement, ben c'est juste pas possible. Et donc ce serait ce décalage entre le contexte au moment où on a créé le souvenir et le contexte au moment où on voudrait aller le chercher, qui sont tellement différents qu'on ne peut plus aller évoquer ces souvenirs anciens. Alors j'aimerais qu'on continue à parler de nos souvenirs. Je voudrais vous montrer ces images. On s'apprête à commémorer les 20 ans du 11 septembre la semaine prochaine. Et 20 ans après, on se souvient encore tous de ce que l'on faisait ce jour-là. C'est un mécanisme normal, Christophe. Il y a 20 ans, je me souviens où j'étais. Je revenais de Toulouse. J'arrive chez moi à Paris. J'allume spontanément la télé et j'assiste à cette tragédie. Et on se souvient tous autour de cette table de ce qu'on faisait. Bien sûr, c'est un souvenir exceptionnel à plusieurs titres. D'abord parce qu'il nous procure une réaction émotionnelle très forte et la mémoire est très sensible à l'intensité émotionnelle. Un événement qui me marque émotionnellement est significatif pour moi, donc j'ai beaucoup plus de chances de m'en souvenir. Ensuite, il y a le partage social. On en a parlé, reparlé, ce que disait Sylvie tout à l'heure. Plus je me sers d'une information et d'un souvenir, plus le chemin tracé dans ma mémoire pour accéder à ce souvenir va être actif, profond et résister à l'effacement. Et puis, effectivement, il y a quand même ce côté événement historique auquel on est associé. Ça n'arrive pas si souvent que ça. On aura eu, nous, récemment, l'épidémie de la pandémie de Covid, mais sont des choses... Là, c'est un événement très ponctuel. Donc, il y a tous ces ingrédients qui font que c'est, pour presque tout le monde,
c'est comme une lumière très forte qui éclaire non seulement l'événement, mais tout ce qu'il y a autour, ce qu'on faisait, à quel endroit, avec qui. Je voulais juste vous demander pourquoi on se souvient souvent justement de ce qui est négatif, de ce qui est douloureux et moins de ce qui nous rend heureux. Alors, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites où on a testé le poids des émotions justement dans l'attention ou dans la mémoire. Il se trouve que les émotions vraiment rajoutent, aident à mémoriser, mais les émotions négatives semblent avoir une valence, en fait, un effet plus important que les émotions positives. Donc, c'est pas parce qu'on est attiré par les choses plus négatives, c'est juste que je pense que ça suscite plus notre attention que les émotions positives. Un truc de survie, Ouais, c'est c'est pas ça. commencer. Bien sûr, parce qu'il y a la protection contre le danger aussi. Elsa, est-ce que vous pouvez nous parler de la méthode que vous avez utilisée après les attentats de Charlie Hebdo, que j'ai testée aussi, qui est une méthode, moi j'ai trouvé extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Sylvie, est-ce que vous pouvez expliquer d'abord, peut-être vous le ferez Ça mieux s'appelle que moi. l'EMDR, hein. C'est l'EMDR, mais vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus avant que moi je raconte mon histoire. Bien sûr. Et donc, en fait, le MDR, c'est une technique où on va vous faire évoquer des événements qui vous ont traumatisé. Et pendant qu'on vous fait évoquer ces événements, on va vous demander de suivre avec vos yeux une cible en mouvement, donc de faire un parcours. Donc, vous êtes obligé de concentrer votre attention sur ce parcours visuel pendant que vous êtes en train de raconter cet événement traumatique. Mais c'est mieux que vous expliquiez. Alors moi, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, je n'ai pas eu, en fait, c'était pas vraiment avec les yeux. J'avais des écouteurs dans les oreilles. Ça faisait tic, 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 comme ça. Et il me demandait, en fait, de me remémorer le moment de l'attentat, c'est-à-dire d'être... alors, d'abord, je l'appelais le dératisateur. Déjà, j'aimais pas du tout aller le voir. Je détestais ce moment. C'est pas agréable, oui, c'est sûr. C'était très désagréable. Je l'appelais le dératisateur parce qu'effectivement, il est là pour... J'avais cette sensation qu'il était là pour enlever le souvenir. Et moi, en fait, bizarrement, j'avais pas envie de l'oublier, ce souvenir. Mais, donc, il me faisait travailler de sorte... Il me demandait de m'imaginer sur la scène. Donc, j'étais quasiment sur la scène du meurtre, de l'attentat. Et je revivais ce moment-là comme si j'étais à côté de mon père. Et c'était pour lui un moyen, justement, d'effacer cette scène. Et je me suis souvenue en préparant cette émission qu'il me demandait, et c'était très difficile pour moi parce qu'il me disait, vous avez le droit de ne pas aimer les hommes qui sont présents et qui sont en train de tuer. Et moi, comme je suis dans l'empathie, en fait, et je l'ai découvert à ce moment-là, je n'arrivais pas à ne pas aimer ces hommes, en fait, qui pourtant avaient tué et mon père et l'équipe de Charlie Hebdo. Et pour lui, c'était très important de m'expliquer que j'avais le droit d'être dans la haine, que j'avais le droit d'être dans l'envie de tuer à mon tour. Et moi, je lui disais, mais non, je ne veux pas tuer des hommes qui ont tué, mais pas du tout. Et je ne veux pas les haïr non plus. Je veux me sortir de là en étant... laissez-moi dans ma bienveillance et dans mon empathie. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup servi. Ça, on se sent comme s'il y avait une nouvelle page, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Comme si tout d'un coup, on me dégageait d'un poids qui est très lourd et qui me permettait ensuite d'avancer en étant plus légère. Ça fait circuler les émotions, en fait. C'est un peu ça. Alors, en fait... L'hypothèse vraiment de base qui permet de comprendre comment ça marche, c'est que quand on a un souvenir traumatisant, en général, il est très chargé sur le plan perceptif. Et donc, les gens qui ont vécu un accident de voiture, un attentat ou quoi que ce soit, ils décrivent souvent qu'ils ont en permanence devant les yeux l'image de l'accident de voiture ou l'image de l'attentat. Donc, c'est très visuel, c'est très sonore, ça peut même être tactile. Et donc, la technique de mouvement des yeux, c'est qu'au moment où on vous fait raconter, on vous fait faire des mouvements des yeux qui vont bloquer l'évocation de la part justement perceptive. Donc il ne va rester que la part vraiment souvenir que vous racontez, mais ça va être complètement déconnecté de tout ce que vous avez vécu sur le plan sensoriel. Et du coup, en enlevant cette charge sensorielle, parce que vos yeux sont occupés à faire autre chose, vous enlevez le poids émotionnel. Et du coup, ça reste un souvenir auquel vous pouvez penser, comme un souvenir qu'on vous aurait raconté, mais c'est plus un souvenir vécu avec vos sens. Aujourd'hui, du coup, tu te sens déchargée, ça va mieux ou tu as quand même ce souvenir? Non, je me sens complètement, ça ne me touche pas, ça me touche différemment, mais il n'est pas en moi. Il y a une chose que je ne peux pas oublier, mais c'est pas l'attentat, c'est le travail que j'ai fait. C'est-à-dire quand même, c'était un travail difficile. Donc quand je me remémore mes séances de MDR,
où on me demande d'être sur la scène. Je me souviens, il me demandait de... mon père avait laissé son sac avec une écharpe. Je suis émue quand je vous le raconte, mais avec une écharpe. Et il me disait, alors est-ce qu'il y a ce sac? Est-ce qu'il y a cette écharpe? Et donc ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a quand même, en lui-même, l'attentat n'est plus en moi du tout. Mais le travail a été difficile. Alors sans transition, après ce témoignage très fort d'Elsa, comme promis, une technique de mémorisation qui fonctionne et elle est portée par un Français. Un Français. C'est Sébastien Martinez, auteur de la méthode du même nom, et c'est le coup de cœur de la rédaction cette semaine. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être dans Bel et Bien. On va garder un peu de distanciation sociale. Essayez de prendre de la distance. André, je sais que c'est compliqué. Oui. Vous êtes un petit peu notre cobaye aujourd'hui. André, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, Sébastien, vous avez 34 ans. Oui. Pardon, je donne votre âge. Vous êtes champion de France de mémoire, parce que oui, ça existe. Il y a une discipline mémoire. Depuis 2012, vous êtes conférencier. Vous enseignez vos méthodes de mémorisation dans les écoles, dans les entreprises. Comment est-ce que ça vous est venu, cette passion pour les exercices de mémorisation? Bon, c'est venu d'un problème. En fait, moi, j'arrivais à comprendre. Donc les maths, la physique, ça c'était facile. Mais lorsqu'il fallait apprendre par cœur de l'anglais, de l'histoire, juste impossible. Et pendant mes études d'ingénieur, j'ai voulu partir en Inde, faire une année à l'étranger. Et pour ça, on doit valider un TOEIC. C'est un examen d'anglais. Un TOEIC? Un TOEIC, c'est un examen. TOEIC. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai eu 7 sur 20. Ouais. Pas Déception. Ouais, mais je le savais un peu. Et du coup, j'ai cherché sur Internet comment faire pour booster ma mémoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation. Donc j'ai pratiqué les méthodes qu'ils proposaient, j'ai vu qu'elles fonctionnaient, et j'ai validé ce TOEIC, donc j'ai eu 16 sur 20, donc j'étais hyper fier. Et j'ai continué sur le chemin, et après je me suis dit, mais pourquoi c'est pas enseigné en France? Et donc j'ai commencé à transmettre ces méthodes qui m'avaient beaucoup servi, et c'est comme ça que je suis arrivé à... Alors, vous allez, dans un instant, enseigner votre méthode à André Manoukian. C'est la raison de votre présence majestueuse sur scène. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire un peu, cette méthode? Déjà, il y a 3 clés pour pouvoir mémoriser efficacement. 1, on a besoin d'être attentif. 2, d'associer. Et 3, de répéter, enfin consolider. Alors moi, je me focalise surtout sur la partie attention, pas attention, mais association. Et il y a 2 manières d'associer. Il y a soit de manière rationnelle, soit de manière irrationnelle. C'est-à-dire Agathe Le Caron, animatrice télé, ça c'est rationnel. Agathe Le Caron... Le carillon, par exemple. Le curon. C'est comme ça qu'on m'appelait au lycée, donc voilà, je le dis. C'est ça. Et c'est soit sur, on va dire, la phonétique, où c'est vraiment loufoque, soit c'est vraiment très rationnel. Et la meilleure association, c'est toujours la nôtre. Alors, on va y aller. Vous avez préparé une liste de 7 éléments, Sébastien, que André va devoir mémoriser. Donc, c'est très simple. Ferme les yeux, vous avez choisi quoi, Sébastien? Vous mettez un bandeau? Non, non, pas du tout, vous allez comprendre. Alors, on m'a conseillé alors, déjà de jouer sur l'attention, donc la motivation d'André. Donc, on m'a dit de sélectionner 7 femmes. Ah, c'est ça. Ça, c'était pour jouer sur la première clé. Ouais. Et après, on m'a bon, donc des femmes inspirantes que vous avez sélectionnées, on va les découvrir. 7 femmes, donc 7 Wonder Woman, qui vont s'afficher là, André. Donc il y a Simone Veil, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Joséphine Baker, Audrey Hepburn, Mère Teresa et Liane Folly. Okay. Alors, vous pouvez aider évidemment peut-être André à faire les meilleures associations possibles, il a déjà commencé à bosser. Et chez vous aussi évidemment jouer, parce que vous allez voir que c'est pas si évident. Alors on va faire la même méthode qu'on a présentée au début, c'est la méthode du palais mental. D'accord. D'accord. Donc on va utiliser une pièce, donc le studio, et on va associer chaque nom de femme à une partie du studio. D'accord. On va commencer par la lucarne, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là on va mettre la première femme, donc Simone Veil. Dans la lucarne. D'accord. Ça vous va? Qui veille sur vous. Regarde. Ok. Après la numéro 2. Donc Curie. Imaginez qu'elle fait toutes des expériences un peu chimiques là sur l'escalier. Sur l'escalier, attendez, Simone de Beauvoir, elle est dans la lucarne. Mais non, c'est déjà Simone Veil. On est mal barrés, les gars. Marie Curie, ok, elle est assise. Elle fait de la chimie, ok, super. C'est bon. Après Beauvoir. Bah, Beauvoir, elle est au bureau, à la bibliothèque. Une bibliothèque. Donc on va mettre une bibliothèque sur le piano. Sur le piano. D'accord. Imaginez une belle bibliothèque. Ok, ouais. C'est bon. Celle d'après. Joséphine Baker. Vous savez quoi? Moi, je lui voue un culte. Je la mets dans une niche comme ça. Là-haut alors. Voilà. Vous imaginez là-haut une petite niche? Ouais. Ok, ça me va. Ouais. Après, donc, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn? Oui, il y a une émotion qui vient, j'ai l'impression. Grave, ouais. Quand elle chante Moon River avec sa guitare. Voilà, vous imaginez en train de chanter? Ouais. On va la mettre au niveau de l'écran. Derrière. Pourquoi l'écran? Est-ce qu'elle arrive vers vous? D'accord, ok. Ok, c'est bon. Après, Mère Teresa. Mère Teresa. Ouf, je l'imagine facilement. Ouais. Donc là, on va la mettre qui arrive
sur le plateau, au niveau de la table. Tiens, elle arrive au niveau de la table. Ouais. Et enfin, Liane Folly. Donc ça, je pense que la Oh, référence est bordel. facile. On la met à votre place là-bas? On la met à ma place, ouais. Ok. Ouais. Bon. Donc on repart du début? Allez, c'est parti. Simone de Beauvoir, elle est dans le... Non, Simone Veil. Simone Veil. Veille sur vous. Simone Veil veille sur moi. Marie Curie est en train de faire de la chimie sur l'escalier. Ensuite, après Marie Curie, on avait Simone de Beauvoir dans la bibliothèque qui est sur le piano. Parfait. Ça marche. Ensuite, on a Joséphine Baker qui est dans une niche parce que je la Sainte. vénère. C'est ça. C'est une sainte. Ensuite, on a l'endroit Audrey Hepburn, Mais oui. pétard, avec sa guitare que vous avez foutu n'importe où, mais je sais pas pourquoi, mais ça fait rien, je m'en rappelle. Et après, on a Mère Teresa Qui arrive. qui arrive. Voilà. Et Liane Folly qui a pris ma place. Merveille. Alors, Sylvie et Christophe, vous en pensez quoi de cette méthode de mémorisation? Elle est forcément efficace, comme on l'a vu, parce que le principe de base pour bien mémoriser, c'est d'associer des nouvelles informations à des choses qu'on connaît déjà. Par contre, on a bien vu qu'André, par moment, il avait du mal à se plier aux exigences de Sébastien, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait avant, plus une méthode va nous être vraiment familière, spontanée, plus elle est liée à notre propre fonctionnement, plus ça marche. Merci beaucoup Sébastien d'être venu, on se souviendra de vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « La mémoire est un jeu » aux éditions Premier Parallèle. Merci également à Marie pour ce très très beau témoignage. On vous retrouve évidemment chaque semaine. Et merci également Sylvie Chaucron qu'on va retrouver aussi dans cette émission tout au long de la saison. Vous nous avez aidé à mieux comprendre les mécanismes de notre cerveau. Merci. Et on rappelle le titre du livre de Sylvie Chaucron, « Une journée dans le cerveau d'Anna » aux éditions Erol. À très bientôt Sylvie. Juste une petite chose, parce qu'il y a une journée très importante que vous il y a vouliez un évoquer, week-end, il y a Sébastien. les championnats de France de mémoire le 16 et 17 octobre qu'on organise avec l'association. Et donc, la date n'est pas, le lieu n'est pas encore validé, mais vous êtes invité à aller sur notre site. Où que ce soit, André sera là de toute façon, parce que maintenant... Je serai là Oui. avec mes meufs tout autour de moi. Merci beaucoup Avec Sébastien. plaisir. Tout de suite, je vous propose une tranche de bien-être. Et comme le bonheur passe beaucoup par l'assiette, évidemment, on retrouve notre nutritionniste Adélaïde Daboville. C'est belle et bon. Bon, il est jamais trop tôt pour trinquer, on est d'accord. Donc, vous allez nous apprendre à préparer un apéro festif, mais sain. Il y a un truc qui ne va pas ensemble. Un oxymore, apéro et sain. Vous allez voir, ça va très très bien ensemble. Mais alors, attendez, parce que là, il est possible que cette séquence change ma vie. Vous avez conscience de Est-ce que ça? vous êtes prête à ce changement? Je ne sais pas, parce que c'est peut-être beaucoup pour On va moi. y aller en douceur. Alors. Je vous ai concocté un petit plateau apéro qui va vous faire plaisir sans vous faire de mal. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous proposant des crudités avec les tomates, les carottes, les concombres, les radis. Je sais, c'est un grand classique, mais en même temps, comme c'est des légumes crus, ils vont avoir l'intérêt d'être très riches en vitamines et en minéraux, et en même temps riches en eau, donc ça va vous hydrater. C'est riche aussi en fibres, donc ça va vous caler. Ça va vous éviter de vous jeter sur l'alcool et sur les gâteaux apéro. Donc ça a vraiment un gros point positif. Je vous conseille d'ailleurs de commencer par... Le problème, c'est que ça le ballonne, Ali. Donc, Merci beaucoup. Ce sera l'objet. Merci beaucoup. Donc ça, c'était pour les crudités. Ensuite, je vous propose des oléagineux. Donc ici, on a des noisettes, des amandes, des cacahuètes. Mais attention de bien les prendre nature. C'est comme ça qu'elles seront le moins riches en acides gras saturés et en sel. Et surtout, là, elles sont riches en oméga 3 et encore une fois en fibres. Et donc, ça va encore une fois vous éviter de vous jeter sur le reste. Ici, je vous ai proposé un petit gazpacho. Un gazpacho carotte, coco et orange avec une petite feuille de coriandre sur le dessus. Et alors ça, c'est excellent pour votre peau, pour garder le bronzage et puis la revivifier après ce temps où on a un peu asséché sa peau. Alors, le gazpacho, vous faites cuire les carottes. Ensuite, vous allez juste retirer les carottes, vous gardez l'eau de cuisson. Vous allez les mixer avec une petite brique de lait de coco. Et alors, le petit plus, c'est de prendre du lait de coco light. Comme ça, en plus, vous faites attention à votre ligne. Et vous rajoutez le jus d'une orange. Vous mixez le tout. Et ensuite, pour avoir la texture qui vous plaît, vous rajoutez plus ou moins d'eau de cuisson.
Et c'est tout, vous laissez refroidir et ça y est, c'est prêt. Ça me plaît, ça. Ouais, moi Et les aussi. boulettes, c'est quoi les boulettes là? Et alors ça, c'est le petit Les plus boulettes. un Les peu- boulettes, c'est pas des boulettes, c'est Ah, un des... peu de lipides, ça fait du bien, Les Stan. falafels. Les Mais falafels. justement, c'est très très pauvre en matière grasse. Ah. Ce sont juste des pois chiches qui sont mixés avec des herbes, de l'ail et une cuillère à soupe d'huile d'olive à peine. De la coriandre aussi, un peu? Un peu de coriandre et du persil, exactement. Merci Ali. Et donc ensuite, vous faites les petites boulettes, vous les mettez ensuite dans les graines de sésame, une demi-heure au four à 180, et vous avez ces magnifiques petites boulettes qu'ensuite vous allez pouvoir tremper dans les sauces au curcuma qui sont ici. Le petit truc pour une sauce un peu plus light que celle qu'on emploie d'habitude pour mais les oui. apéros. Alors moi, c'est un réflexe pour moi, mais en fait, effectivement, c'est un fromage blanc allégé. Exactement. Et puis sinon, à boire, parce que forcément, vous allez me dire, mais avec ça, qu'est-ce que je bois? Bah oui. Ben, Alors, c'est quand même le plus intéressant. dans Comme on a eu l'apéro, non un petit peu d'excès peut-être pendant les vacances au niveau de l'alcool, je vous ai proposé 2 versions un peu plus light. Ici, on a une eau infusée avec de la pastèque et de la menthe qui sont encore de saison et qui vont vous permettre de faire le plein de vitamine C. Stan est en dépression. Ouais, hein, là. attends, ensuite, j'ai vu, il y a un truc là-bas qui m'intéresse. Non mais ça, en fait, sachez-le, l'intérêt des eaux infusées, c'est qu'en fait, toutes les vitamines et les minéraux sont particulièrement hydrophiles. Oui. Donc ça va vraiment se diffuser dans l'eau et vous faites vraiment du bien, vous faites le plein de vitamines et de minéraux quand vous les prenez. C'est juste, vous coupez, vous mettez dans de l'eau, vous mettez 2 heures au frigo et c'est prêt. Ah ouais? Ouais, et ça se garde 24 heures. C'est pas mal cette petite machine Et là. c'est très est-ce qu'on joli, peut ça. rajouter un peu de vodka? Oui, pastis. Avec Alors ça, c'est une modération. autre Modération, mon cher André. Et enfin, pour terminer, pour Stan. Ouais. Il va être déçu, je crois. Pourquoi? Pourquoi? Non, vous nous Pas avez menti, 0%. Adélaïde, c'est des 0%. Ah, C'est pas du de la- 0%. c'est pas de la bière. Mais alors, en général, je ne suis pas hyper fan du 0%, mais là, en l'occurrence, la composition est excellente. Il n'y a pas d'additif particulier et surtout, pas de glucides, T'as très goûté peu de calories. Mais oui, je l'ai débouché exactement Ah, pour super. toi. 19 kilocalories pour 100 millilitres, alors qu'une bière classique, c'est 45 kilocalories. Verdict. C'est bon. C'est pas très télégénique. Franchement, ça C'est fait très le job. bon et en plus on peut le boire à la télé vu que c'est Pour pas de un petit- l'alcool. Exactement, pour un petit dry September. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est vrai. Non, j'avoue que c'est pas mal. Adélaïde, c'est quoi ça? Et alors ça, je vous ai fait des petites rillettes de sardines. Ah, ça c'est bon ça. Pour rentrer un peu dans le thème, parce que j'ai cru entendre qu'on parlait de mémoire, et en l'occurrence, les petits poissons gras type maquereau, sardines, anchois, c'est riche en oméga 3, ça va venir nourrir le système nerveux, et donc c'est excellent, tout comme le saumon et le thon, mais en l'occurrence, le saumon et le thon, il ne faut pas en abuser parce que c'est riche en mercure, pas plus d'1 fois par semaine, alors que les petits poissons, on peut vraiment en prendre plus souvent. Donc ça, c'est J'adore excellent. ça. Sur un petit pain sans gluten, et puis voilà, on ballonne pas, on est bien, quoi. Bon, bah, franchement, Adélaïde, merci, parce que ça m'avait manqué, les apéros, vu que j'en faisais quand même 2 par jour pendant 2 mois. Alors, je vous propose de prendre l'apéro, mais avec un petit peu de musique. Les petites notes d'André nous manquent. Donc, on va faire un apéro piano-bar, séance de musicothérapie avec le docteur André Les Doigts de Fée. J'ai pensé à ça cet été, à vous appeler comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Bon, ce que je vous propose, c'est de jouer pour cette séquence. André va réinterpréter des chansons qui parlent de la mémoire, puisqu'on est sur ce thème-là aujourd'hui, évidemment. Et dès que l'un d'entre vous a reconnu la musique, évidemment, vous vous manifestez. D'accord? Donc, André, c'est à vous de jouer. C'est La La Land, ça? Non, c'est pas La La Land. C'est vrai que ça ressemble à La La Land. Non. C'est Johnny. Vous voulez que je chante, André, ou pas? Oui. Il ment. Il ment. André veut jamais que je chante. Voilà, c'est intéressant parce que on est. Est-ce que c'est du rock ou est-ce que c'est de la rumba? On est encore. Je vous rappelle juste qu'avant la grande mode des yéyés, ce qui cartonnait comme rythme en France, c'était le cha-cha et la rumba. Et là, on entend encore un petit peu une batterie rumba derrière Johnny. Johnny n'est pas le créateur de cette chanson. Celle qui a créé cette chanson, elle s'appelait Barbara Evans. Barbara Evans. Regarde, là, t'es le petit sourire de contentement numéro 2. Et c'est lui qui a écrit mes fiches. Et c'est une chanteuse américaine. Mais avant qu'elle arrive chez nous en France,
elle passe par l'Allemagne. C'est quand même dingue. On va écouter Bill Ramsey qui la chante en allemand. Souvenirs, souvenirs. Kauft ihr Leute, kauft sie ein. Denn sie sollen wie das Salz in der Lebenssuppe sein. Von der C'est plus sexy avec Johnny. Die Elvis schlug. Non, il a quelque chose de gourmand, je trouve. J'adore. Et maintenant, la version de Johnny, bien sûr. Souvenir, souvenir. C'est plus familier déjà. Alors il faut juste rappeler que toute cette époque des yéyés, ça n'est que le premier qui va importer les tubes qui viennent des États-Unis. Vraiment, c'est une guerre sans merci. Sheila, Sylvie Vartan, il y a des éditeurs qui sont plus balèzes que les autres et qui vont là-bas. Claude François était très fort parce que lui, il allait directement à la Motown. La Motown, c'est la fabrique de la soul. Il avait du goût, le Lascar. Alors, maintenant, on arrive petite dernière. Une petite dernière. Je vous la joue au piano. Je vous joue juste les accords. Vous voulez que je la chante? Ah non, ouais. C'est incroyable. Si. Non, je peux pas faire ça. On est samedi matin, on est sur l'émission de bien-être. Tu m'oublieras, bien sûr. sûr. Pas vous faire ça. Ça me gratte le nerf vague. À la base, c'est une chanson de Gloria Gaynor que Régine a repris et finalement, c'est la Rousseau qui va en faire un carton absolu. Qu'on Il a écoute fallu encore presque aujourd'hui partout. 3 versions pour qu'elle arrive jusqu'à nous dans cet état-là. Et là, tout le monde se lève et c'est comme Gilbert Montagnier, même effet. Ouais, On a l'extrait de Régine? Si rien va quand, ne perds plus de temps. À côté de mon chagrin, tu oublieras demain, tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. On a l'impression qu'elle nous fouette un peu. Merci beaucoup, André. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on vous retrouve tous les jours, je le rappelle, tous les jours de la semaine à 10h05 pour votre émission sur France Inter. Grand bien vous fasse. Et vous, Agathe, on vous retrouve désormais sur France 2 à 9h30, juste après Télématin, dans la maison des maternelles de 9h30 sur France 2. C'est gravé un échelon, les gars. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, bien sûr, même chaîne. Bon week-end, plein de bien-être, de chouettes sensations. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite en